Vous êtes sûr qu'il y a un retour au puritanisme? Une forme de puritanisme, oui, et notamment dans le rapport entre les sexes. Quand je vois, vous comprenez qu'il y a une censure des mots très forte aujourd'hui, qu'un mot même qui n'est pas tout à fait orthodoxe est commenté par les réseaux sociaux pendant... Voilà, des milliers de gens s'indignent. Fatigant. Marie-Thérèse d'Autriche, une femme que vous avez fréquentée pendant 7 ans de votre vie. Je me posais la question, mais 7 ans, c'est un septennat, c'est un mandat quasiment présidentiel, en tout cas celui d'autrefois. Ça n'est possible que si c'est dans le plaisir. Et ça l'a été? Oh là là. À ce point-là? Au point que j'ai du mal à m'en détacher, vous savez. Voilà. Elle devient une familière pour vous? Familière, je n'oserais pas. Mais en tous les cas, quelqu'un de proche. Plus vous travaillez sur une personnalité, parce qu'au fond, c'est ça qui m'intéresse. C'est d'essayer d'entrer dans l'intérieur, toucher à l'intériorité. Qu'est-ce qu'elle a pu penser? Donc la psychologie. Oui, c'est toute la psychologie de cette femme qui m'a passionnée. Et ça n'a été possible, et c'est pour ça qu'il faut si longtemps, que parce qu'il y a encore des lettres, énormément de lettres, et de Marie-Thérèse à ses amis, ses familles, etc., et à ses collaborateurs, et en même temps de son entourage qui parlait d'elle, et en même temps des diplomates qui la décrivaient. Donc, nous avons vraiment beaucoup d'éléments, et je suis sûre que j'en ai pas fait le tour. Donc les archives du Quai d'Orsay, principalement? Les archives du ministère des Affaires étrangères, principalement, mais aussi les archives d'État de Vienne, qui ont des trésors immenses et qui sont les vrais détenteurs de presque tout, mais pas tout. Et puis aussi, il y a dans des collections privées, dans d'autres bibliothèques d'Europe centrale en particulier, ou en Allemagne également beaucoup, il y a énormément de choses. Donc il faut aller partout, fouiner. C'est un peu difficile, les collectionneurs privés ne veulent pas forcément ouvrir leurs portes. Et ils sont rétifs. Ils sont rétifs, et puis il faut leur faire la cour, mais moi je ne sais pas trop faire ça, puis je ne suis pas tellement introduite. C'est pour vous dire qu'il y a encore certainement beaucoup de choses. Mais quand même, il y a 25 000 lettres dans mon ordinateur qui la concernent. Et dans ces lettres, et surtout qu'elle ne se gêne pas pour parler à ses proches, d'ouvrir son cœur, de ce qu'elle a raté, de ses tensions, de comme je ne sais pas faire ça, de demander conseil, de même voire parfois de confier ses chagrins les plus intimes. Elle ne triche pas. Elle ne triche pas avec mais elle dit toujours à la fin de ses lettres, surtout brûlez ma lettre. Et évidemment, il y en a quand même des milliers qui n'ont, Dieu merci, pas été brûlés. Le résumé de ce livre par Julie Marais. On connaît mal Marie-Thérèse d'Autriche ou seulement comme la mère de notre Marie-Antoinette. À l'occasion d'une réflexion sur le pouvoir au féminin, Elisabeth Badinter dresse le portrait de cette femme, souveraine du plus grand empire européen, mère de 16 enfants et épouse très amoureuse. L'impératrice reine d'Autriche et de Hongrie a gouverné durant 40 ans de façon absolue en mère de la patrie. Elle a tout mené de front. 2 guerres contre son ennemi intime Frédéric II de Prusse, la naissance de 16 enfants, leur éducation et la mort de 6 d'entre eux. Son arme, la séduction dont elle se sert politiquement. 3 siècles avant nous, elle a tenté de concilier son ambition personnelle, sa vie de femme et sa vie de mère, un défi ignoré des hommes, mais bien connu des femmes du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'elle a de plus que d'autres reines? Elle a conjugué ces 3 vies-là, c'est-à-dire que les autres femmes qui ont détenu un pouvoir absolu, qui sont quand même pas nombreuses, hein, on peut presque les compter sur les doigts des 2 mains, pour beaucoup, elles n'ont pas eu d'enfants. Élisabeth Ier d'Angleterre, c'est la reine vierge. Pas de mari, pas d'enfant. Quelle liberté, hein? Et pour Catherine II, elle n'avait plus de mari puisqu'elle l'avait fait tuer. Et en même temps, elle avait un fils qui lui restait et qu'elle détestait. Donc, si vous voulez, c'était des femmes qui pouvaient gouverner comme les hommes. Quand on a le souci de protéger son mari, de ne pas, comment dirais-je, de ne pas le heurter, quand on doit prendre en considération ses désirs, sa situation, etc. Et quand on a en plus 16 enfants à élever et qu'il faut prendre des décisions en souveraine absolue et encore plus quand il s'agit de la guerre, ça c'est une situation absolument inconnue d'aucune autre femme de pouvoir absolu, en tous les cas de son temps.
Vous diriez que c'est une femme moderne, que c'est une femme qui correspond aujourd'hui aux pense vies que- des jeunes femmes? Je pense qu'elle a vécu une situation que nous connaissons, toute proportion gardée. Toutes les jeunes femmes du XXIe siècle qui veulent mener de front leur ambition personnelle, leur liberté, ambition personnelle, plus le compagnon, plus les enfants, il y en a un ou deux ou trois, mais enfin il n'y en a pas 16, connaissent, si vous voulez, ces 3 angles de la vie féminine. Et il faut concilier tout ça. Elle a été la première à connaître ça. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'est une femme, comment dirais-je, qui pourrait être un modèle pour nous? Non. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a les côtés noirs de Marie-Thérèse, les côtés sombres. C'est une bigote, pas possible. Surtout sur la fin de sa vie. Surtout sur la fin de sa vie, où ça va devenir vraiment terrifiant. C'est voilà, ça n'a rien à voir avec nous, si vous voulez, aujourd'hui. Mais pour autant, cette situation, en tant que femme, oui, elle est quelque part notre seule référence à laquelle, si vous voulez, se rapporter. Je ne vois pas je vois pas tellement d'autres femmes à son temps, en son temps, qui aient connu ça. Mère, épouse, régnante. Oui, mais mère de 16 enfants, vous vous rendez compte? Et est-ce que vous vous rendez compte que pour elle, l'accouchement, c'était l'horreur des horreurs? Et c'est 16 fois qu'elle a dû recommencer. Et au 10e, elle écrit à une amie, pourvu que ce soit la dernière. Pas du tout. Elle était enceinte 2 mois plus tard. Je veux dire, C'est ce qui traduit une vie sexuelle importante. ben, ça traduit une vie sexuelle importante, mais comment faire autrement? Quand vous êtes très, très dévote, etc., il n'y a pas de précaution possible. Et par ailleurs, elle adorait cet homme, et probablement, cette révélation sexuelle a été très importante dans sa vie. Et on en a un témoignage, c'est le fait qu'elle a toujours partagé le lit de son mari, ce qui ne se faisait absolument pas. Elle a été roi de Hongrie, non pas reine. Pourquoi? Parce que les Hongrois ne pouvaient pas imaginer qu'une femme pourrait être leur souverain. Et donc, ils ont dit, on va les lire, mais ça ne peut être que roi. Voilà. Et on l'a forcé, ce qu'elle a fait sublimement, à respecter un rituel qui était un rituel guerrier du roi de Hongrie, qui datait de très loin, de très longtemps, où elle a, à Califourchon, monté un cheval et avec comment dirais-je, une épée qui pesait, paraît-il, très lourd. Elle a monté une montagne au galop et pour, avec son épée, montrer les 4 coins du ciel pour dire qu'elle protégerait toute la Hongrie. Et il fallait que ce soit impeccable, alors que les femmes à l'époque ne montaient pas à Califourchon. Elle a appris tout ça, elle a été géniale pour faire ça. Et donc, elle pouvait être effectivement reconnue comme roi de Hongrie. Est-ce que vous l'admirez vous-même? Bien sûr que je l'admire et en même temps, je la critique. Bien sûr, je l'admire parce que quand on est seul, dos au mur, avec les armées étrangères qui arrivent sur vous et qui en sont en train de s'emparer de votre empire, et que vous êtes moralement abandonné par vos ministres, y compris votre mari, qui lui disent « mais cède, cède, cède », et que vous dites « non », ben moi j'admire. Non, je ne céderai pas. Donc je l'admire pour beaucoup d'autres raisons, peut-être moins spectaculaires, mais je l'admire. Et en même temps, il y a pas mal de choses qui me font horreur. Quoi? Et qui étaient peut-être plus répandues encore à l'époque que maintenant. Alors, première chose qui me fait vraiment horreur, c'est son moralisme bigot qui faisait qu'elle voulait absolument interdire toute sexualité illicite. Et très franchement, elle a créé une commission de la vertu. Et quand on dit commission de la vertu, moi je pense talibans, qui eux-mêmes ont beaucoup pratiqué ça, y compris en Iran d'ailleurs, même s'il n'y a pas de talibans. Et ça m'a fait horreur. Et on a tellement de témoignages, si vous voulez. Elle a traité les prostituées de façon épouvantable. Je ne dis pas qu'elle les a fait tuer, mais elle les a traitées, elle les a exilées, elle les a mises dans des conditions, beaucoup sont mortes. Enfin, et ça me fait horreur. Elle était, par ailleurs, étant très chrétienne, elle haïssait les juifs, elle détestait les protestants, mais pour autant, elle n'a jamais fait couler leur sang. Je veux dire, elle n'était pas du tout sanguinaire, Marie-Thérèse, pas du tout. Mais elle les a déplacés, elle les a maltraités. C'est pas fait pour me plaire. Elle s'est servie de son sexe, de son genre, de la séduction même.
Oui, oui, absolument. Elle s'est servie de toutes les armes dites traditionnellement féminines et elle déployait un charme apparemment tout à fait exceptionnel. Parce que même vieille et grosse et mémère, on pourrait dire, elle continuait comment dirais-je, à intéresser, subjuguer les hommes les diplomates qui l'approchaient, y compris les femmes. Donc, elle avait ça, on a usé et abusé, et elle a fait la démonstration magistrale que ce qu'on considérait comme des faiblesses féminines leur interdisant le pouvoir, elle pouvait en faire des forces formidables pour asseoir son pouvoir. Je voudrais qu'on reçoive Agnès Grossman qui est avec nous sur ce plateau aussi. Bonjour Agnès Bonjour. Grossman. Alors vous avez écrit Les salopes de l'histoire. Oui. Les salopes de l'histoire de Messaline à Mata-Hari, donc chez Acropole. Et je me demandais si le mot salope, déjà dans votre esprit, c'est un mot extrêmement péjoratif. Alors c'est un mot qui est bien sûr au départ péjoratif, mais moi j'ai voulu relever le défi. Bien sûr, c'est pas des salopes, mais souvent on traite les femmes qui aiment le sexe, qui ont une sexualité assumée, de salopes, même encore aujourd'hui. Donc au départ, c'était un petit peu un terme drôlatique, mais c'était pour relever le défi. C'était si c'est le prix à payer pour être libre, eh ben payons-le. On a les moyens, mais bien sûr, je ne considère pas ces femmes comme des salopes. Je les considère comme des femmes libres et des femmes complètes. Vous aimez, vous, ce terme de salope? Non. Il me choque. Il me choque. Je fais ça parce que c'est comme ça quand on voit en vitesse quelque chose dans une librairie, etc. Le titre est important. Et il faut faire le raisonnement que vous venez de faire, que c'est parce qu'on les traite de salopes qu'elles sont en vérité des femmes libres. Bien sûr. Mais En fait, ce sont des séductrices. Je l'explique tout de suite dans le livre, dans ma préface. Mais je l'ai fait aussi parce qu'on est dans une époque où je trouve que la sexualité féminine est de nouveau un petit peu hypothéquée. Et je trouve qu'il faut relever la tête. Et effectivement, on s'était lancé un petit peu un pavé dans la mare aussi. Voilà, ce sont soi-disant des salopes. En fait, ce sont des femmes formidables, des femmes qui ont une sexualité forte, et des femmes complètes. Ce qui n'est pas encore toujours le cas aujourd'hui, où la sexualité féminine n'est pas toujours encore bien vécue et aussi épanouie qu'on veut bien le faire croire. Face à vous, 6 portraits. Cléopâtre, Messaline, la reine Margot, la comtesse du Barry, Catherine II de Russie, Mata-Hari. Allez, on choisit Cléopâtre. Qu'est-ce qui émerge d'elle? Alors Cléopâtre, c'est une femme extrêmement intelligente, c'est une femme brillante, c'est une femme qui est extrêmement complète, qui se sert de tout, et c'est aussi une mère. Elle a eu 4 enfants. Elle se sert de toute sa féminité. Toutes ces femmes sont des femmes qui savent extrêmement bien se parer, qui se servent extrêmement de leur charme féminin, qui sont, en tout cas pour Cléopâtre, avant Jésus-Christ. Donc la sexualité n'a pas du tout la même valeur, le même enjeu. Il n'y a pas encore eu cette chape de plomb, cette croix qui a été posée sur la féminité. Elle, c'est vraiment l'intelligence, c'est la ruse, elle a besoin de l'homme. César puis Marc-Antoine, elle les aime, elle les séduit, elle les comble, autant avec sa tête qu'avec son corps et son cœur, puisqu'elle tombera très amoureuse en tout cas de Marc-Antoine. Et oui, c'est la femme vraiment extrêmement complète, intelligente, très politique. Plus proche de nous, Mata-Hari. Mata-Hari, c'est plus douloureux. Mata-Hari, c'est une femme déclassée, Mata-Hari. D'abord, c'est une affabulatrice qui a eu un père qui était mythomane, dont elle a hérité un petit peu la mythomanie, qui l'a beaucoup servi aussi, puisque c'est ce qui lui a permis de créer son personnage. Elle se marie assez jeune, et puis elle divorce, et son mari a le manque d'élégance, non seulement de ne pas l'entretenir, mais de dire publiquement, il fait un encart dans le journal pour dire qu'il n'honorera aucune des dettes de sa femme. En plus, il lui confisque sa petite fille. Donc elle va se retrouver seule à une époque où les femmes de son milieu, puisqu'elle a un milieu quand même très bourgeois, n'ont pas vraiment le droit de travailler. Elle serait beaucoup plus déclassée en allant travailler à l'usine qu'en étant finalement courtisane. Et bien sûr, elle choisit d'être une courtisane. Donc elle se sert... C'est quand même, toutes ces femmes-là sont des femmes très douées, si je puis dire, sexuellement. Elles sont heureuses dans leur sexualité. Mata-Hari, malheureusement, elle a une petite dinguerie, si je puis dire, qui causera sa perte puisqu'elle va devenir espionne, pas une des meilleures espionnes. Et en plus, elle va payer, si je puis dire. Elle sera fusillée. Elle va être fusillée. Elle est remarquable. Elle meurt remarquablement bien, si je puis dire, avec une dignité, une élégance et un courage formidable. Mais c'est vrai qu'elle paye aussi cette vie de débauche qu'elle a eue. Et qu'on lui fait payer aussi toutes les douleurs de tous ceux qui peuvent pas, qui ont moins de moyens, qui profitent moins, qui ont moins profité de la vie qu'elle.
Agnès Grossman, qui sont les salauds d'aujourd'hui? Alors les salauds, ça n'a pas du tout le même sens. Les salauds, non, il n'y en a pas. Enfin, pas du tout dans ce sens-là. Hein, on ne peut même pas dire que des... Ouais, même on dira toujours un grand séducteur pour un homme. Les hommes ont le droit à la sexualité, les femmes, en théorie, ont le droit à la sexualité. Il y a des tas de gens qui pensent que ce n'est pas le cas. Mais ce qui est vrai, ce qui me frappe, et je pense aussi à Marie-Thérèse, parce qu'elle avait une forte libido, visiblement. Et ce qui est vrai pour toutes ces femmes, c'est qu'elles ont une forte libido. Et je pense que pour les femmes, la sexualité est quand même la clé aussi de la puissance. Alors le pouvoir au féminin, je ne sais pas, parce que est-ce qu'il faut avoir de la puissance pour prendre le pouvoir? Sans doute. Mais je pense que les femmes doivent, j'allais dire, revenir à leurs fondamentaux, mais aussi investir peut-être davantage leur sexualité. On a beaucoup investi, notamment les filles de ma génération, le monde professionnel, et on a peut-être laissé de côté peut-être la femme sexuelle. Bon, c'est vrai qu'on a cette liberté, mais c'est pas si évident que ça, parce que même aujourd'hui, on investit les femmes. Disons qu'on leur permet d'être viriles, mais on leur permet pas tant que ça d'être vraiment féminines, d'être vraiment sexuées. Et c'est vrai que ces femmes-là, en l'occurrence, alors c'était la dernière, c'est le XXe siècle avec Mata Hari, mais sinon c'est beaucoup le XVIIIe siècle et l'Antiquité. Donc c'est vrai c'était beaucoup plus libre, et les relations entre hommes et femmes étaient beaucoup plus libres et beaucoup plus dans le jeu et dans la séduction. Et je pense que les femmes, effectivement, il faut qu'elles soient vigilantes pour garder leur liberté sexuelle, surtout à l'heure actuelle où elle est menacée par certains mouvements obscurantistes. Mais c'est vrai que même pour toutes les autres, on puise beaucoup d'énergie, de force dans sa sexualité. Vous êtes d'accord, Elisabeth? Oui, mais quand même, je voudrais souligner une chose, c'est que il faut regarder aussi sur le laps de temps. C'est fou quand même, parce que les femmes ont plus de liberté depuis quelques décennies, c'est tout récent. Donc, quand je vois que certaines jeunes femmes de 30 ans ou 35 ans que je connais, qui sont des femmes tout à fait respectables, par Internet, ont des rendez-vous 7 minutes, 10 minutes, voilà, des rendez-vous, des rencontres, on se plaît pas, si on se plaît... Écoutez, c'est quand même la liberté par rapport à il y a 20 ans même. Et donc, je trouve que les femmes utilisent assez bien leur liberté sexuelle. Elles gèrent beaucoup mieux, en tous les cas, leur sexualité. Bien sûr. Hein, et j'ai envie de saluer le progrès, là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les salopes de l'histoire de Messalina Mata Hari chez Acropole. Merci beaucoup. Quel rôle, Elisabeth Badinter, joue l'amitié pour vous? Il est fondamental, comme pour tout le monde, mais vous savez, mes amis, c'est les doigts de la main, pas plus. Vous avez souvent été trahi par vos amis? Non, non. Fidèles. C'est Il y de en a la chance. 2 d'entre eux qui vous connaissent, semble-t-il, assez bien. Il y a Olivier Payon, réalisateur, scénariste. C'est lui qui a réalisé L'Empreinte de la série Empreinte. Donc votre portrait, c'était en 2009. Et puis il y a Richard Malka. Vous êtes d'accord? Ce sont des amis. Très bien. Donc Je préfère le dire avant. on ne s'est pas loupé.